Bonjour à tous et à toutes. Euh, en fait, ce que je vais faire dans un premier temps, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, c'est présenter la Fonda et puis cette singularité au regard de la Fonda qui est l'association en Nouvelle-Aquitaine de la Fonda Sud-Ouest, avant de, de faire une présentation d'un travail qui repose sur la démarche prospective, qui a conduit à une note qui date maintenant de 2015, donc c'est une note qui a besoin d'être actualisée. Et donc, ce qui est proposé là ce matin, c'est plus une manière peut-être de prendre en compte la réalité de l'évolution des enjeux de la vie associative qui se présente devant nous, que, que des études en cours ou des études faites telles que, par exemple, le FONGEP a prévu d'en faire à partir de 2019 et ce que Marie va vous présenter. Donc la Fonda, c'est une association assez ancienne, elle a été créée en 81, elle a eu pour objet, c'est une association de personnes qui s'est constituée de personnes engagées dans différents types d'associations qui ont eu pour objet d'être un peu des ambassadeurs du fait associatif auprès des pouvoirs publics et petit à petit la Fonda s'est positionnée en tant que laboratoire d'idées dans le monde associatif et sa manière de travailler c'est sur un thème donné d'essayer de mobiliser le maximum d'expertise et puis de permettre aux acteurs et aux décideurs associatifs d'avoir tous les éclairages nécessaires sur les évolutions du monde en cours de manière à ce que leur vision stratégique et leur capacité d'initiative soit la plus armée possible. Ces travaux reposent sur des enquêtes, des études, des groupes de travail, des ateliers. Depuis 2010, en fait, la Fonda s'est particulièrement intéressée et elle continue et elle approfondit cette démarche sur les outils de la prospective et qui sont pour la Fonda, en tout cas, une démarche qui est intéressante dans le secteur associatif et qui permet de penser un peu le changement. L'analyse de la Fonda de manière politique, si j'ose dire, c'est que nous sommes, c'est pas la Fonda qui a inventé ce terme, mais dans la société de la transition, et cette transition, elle est analysée principalement autour de 4 transitions importantes, qui sont, dont il est peut-être pas besoin de faire beaucoup de démonstrations, mais la transition écologique, la transition économique, la transition numérique et la transition institutionnelle. Et donc je ne vais pas développer là, mais c'est autour de ce qui se passe dans ces activités-là, dans ces secteurs-là, qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans notre société en profondeur et qui modifient à la fois la société et bien évidemment dans la société le fait associatif et les associations. La Fonda s'intéresse au fait associatif d'ailleurs plutôt qu'à tel ou tel secteur d'association. Par parenthèse, moi je parle des associations ici, et je ne parle pas des associations de jeunesse, ou je ne parle pas des associations de jeunesse et éducation populaire. Je parlerai des 1 500 000 associations déclarées à peu près, hein, le nombre est toujours difficile, mais enfin, en tout cas c'est le dernier chiffre que vient de donner Viviane Tchernonok dans sa conférence à laquelle elle a participé dans le colloque de l'ADES mardi dernier. Donc c'est les données les plus actuelles qu'on puisse posséder sur ce nombre d'associations. Et notre axe fort, enfin l'axe fort de la Fonda, c'est faire en sorte que la matrice associative soit le renouveau le moteur du renouveau démocratique. On pense que beaucoup de difficultés que rencontre notre société peuvent trouver à travers ou par et dans les associations des solutions innovantes, des alternatives et des choses sur lesquelles notre société a à faire place à l'imagination et à l'inventivité.
Donc pour faire ça, il y a une veille. Enfin, la Fonda, c'est une équipe au niveau national qui exerce une veille, qui, euh, qui est vigilante sur les enjeux émergents pour les associations, les analyses prospectives, le travail autour de l'innovation. La Fonda est partie prenante du carrefour de l'innovation avec le CEGET et aussi euh, l'ambition de travailler en direction des communs et donc toutes ces analyses sont à disposition de tous. La Fonda Sud-Ouest est une petite entité un peu bizarroïde qui s'est créée sous forme juridique associative en 2005 et qui en fait se fait l'écho des travaux au niveau national conduits par la Fonda et, 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 et puis voilà. Ça avançait trop vite. Donc, bon, on est peut-être un petit peu connu de certains ici. Nous faisons une infolettre. Nous vous avons un petit document que je mettrai sur la table si ça vous intéresse, si vous voulez recevoir notre infolettre. Si vous ne l'avez déjà, vous pouvez donner vous pourrez donner votre mail. On développe des actions de formation, des groupes de travail, des rencontres grignotage. On participe à d'autres activités, aux débats menés par d'autres associations. Et puis nous sommes adhérents au mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, adhérents à la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, adhérents, parce que nous sommes situés sur Bordeaux, à la Halle des Douves, on participe au DLA. On est majoritairement des retraités, mais des retraités qui s'occupent. Un peu trop peut-être. Maintenant, pour revenir au sujet qu'on propose sur la réflexion sur les enjeux et l'avenir des associations, deux mots sur la prospective. Qu'il ne faut pas confondre avec la prédiction. Il s'agit simplement de comprendre le présent et d'explorer les futurs possibles et puis voir comment cette compréhension peut permettre éventuellement de peser sur l'avenir en construisant peut-être des stratégies qui seront adaptées, qui prendront en compte toutes les évolutions et donc de favoriser pour les responsables associatifs l'aide à la décision. Le principe étant que demain est moins à découvrir qu'à inventer. La Fonda a fait tout un travail donc depuis 2011. Je passe sur les étapes. Ça fait l'objet d'une petite formation que l'on fait dans le cadre du FDVA. La prochaine aura lieu le 23 novembre à Mont-de-Marsan avec le DLA de Mont-de-Marsan et le Profession Sport Land. On vient d'en faire une à Bayonne. On essaye de développer nos actions sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, l'immense territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc on développe plus le travail qui a été fait autour de cette cartographie. Et puis on invite les personnes à prendre en compte les tendances et à voir quels sont les futurs souhaitables et comment on peut éventuellement arriver à ces futurs souhaitables. Et donc faire en sorte que la démarche prospective aide en montée en compétences et permette aux acteurs et aux responsables associatifs d'être ou d'essayer d'être acteurs du changement en cours dans notre société et dans les organisations également, parce qu'il y a aussi beaucoup de changements à penser ou à faire dans les organisations. Alors, là, l'objet, on va venir plus précisément sur la présentation de ce matin. La commande, c'était de travailler sur en quoi la démarche prospective peut nous éclairer sur l'évolution des modèles socio-économiques des associations. Alors, la proposition de définition qui est donnée, parce qu'elle peut être toujours discutée, c'est que le modèle socio-économique, c'est la mobilisation des moyens humains et financiers pour la conduite d'un projet collectif. Et les associations ont des spécificités par rapport à d'autres types d'organisations qui sont rappelées là, mais qui sont pour beaucoup, en tout cas, une évidence.
que les associations sont une société de personnes, que le modèle de gouvernance est laissé dans le champ de la liberté, que la gestion des associations est bénévole et désintéressée, que les contributions volontaires peuvent être valorisées, et puis que les associations développent très souvent des modèles hybrides qui mêlent financement public, dons privés, revenus d'activité et apports bénévoles. Le but non lucratif qui donne lieu bien souvent à des échanges et à des débats sur peut-on faire des bénéfices ou pas, je ne reviens pas là-dessus, ça peut alimenter les discussions de café, et la possibilité donc de mener des activités marchandes, pour faire référence à Colin Amblard sur d'ISBL qui a fait un article qui a rappelé un peu le cadre de cette possibilité de mener des activités marchandes pour les associations récemment. Et puis la singularité des associations, c'est le non-partage des bénéfices, donc la mise en réserve impartageable des excédents. Ça, c'est ce qu'on peut caractériser comme modèle socio-économique. À partir de ce travail-là, de cet état-là, le travail a consisté à repérer les principales tendances à l'œuvre dans notre société, tendances qui ont un impact à la fois sur la société et à la fois sur les associations. Et une des tendances lourdes, et je pense que ça va revenir dans les échanges qu'on pourra avoir, c'est l'évolution de la nature des financements publics avec la hausse des commandes publiques et la baisse des subventions. Je vais vous montrer après cette première présentation un schéma qui est tiré de la présentation de Viviane Tchernonog, qui est très parlant à cet égard. Deuxième tendance, c'est l'augmentation, le développement des logiques d'alliance. Logiques d'alliance, de fusion, de regroupement, de mutualisation, conduite sur la base volontaire, quelquefois sur des bases plus imposées, mais on a des mouvements dans le monde associatif autour des regroupements, autour des mutualisations. La troisième tendance qui est observée depuis une dizaine d'années, c'est la porosité entre l'économique et le social, des modèles économiques alternatifs, le développement des nouveaux outils de financement comme les outils de financement privé, enfin de collecte de... Voilà, je voulais pas le dire en anglais, c'est pour ça, merci. L'entrepreneuriat social, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les nouvelles implications d'un certain nombre de parties prenantes, qui fait qu'il y a des choses qui ont évolué, qui bougent et qui bougent encore dans ce champ-là. Le financement participatif, on vient de le dire. Et puis une tendance lourde de notre société qui interpelle de manière importante les associations, c'est la montée de la paupérisation, de la précarité, des inégalités, et donc souvent une demande sociale qui s'adresse aux associations dans lequel, au vu du contexte précédent, elles sont en difficulté pour répondre. Et puis, sans doute, à noter une tendance qu'il faut analyser, qu'il faut repérer et voir parce qu'elle est porteuse de pas mal d'évolutions, c'est la manière dont les ressources humaines évoluent, les nouvelles formes d'engagement, les formes de volontariat, de formes de mécénat de compétences, enfin tout un tas de la réserve citoyenne, tout un tas de manières de participer à l'activité associative différentes de ce qu'il y avait, disons, par le passé. Mais là, je parle d'une analyse qui a été déjà faite en 2014-2015, donc on l'avait repéré, et quand même, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui sur ces questions-là. Après, il y a des évolutions qu'on peut trouver plus alarmantes. Mais voilà. Et donc, à partir de là, en illustration de l'évolution des financements publics, deux petits schémas, je ne sais pas s'ils sont très lisibles, oui, qui sont tirés
de la note de synthèse que Viviane Tchernonok donc a présentée mardi dernier au colloque de l'ADES et qui va faire l'objet d'une publication en mai 2019. Ça fait suite aux publications de Viviane Tchernonok qu'elle fait sur le paysage associatif. Elle en a fait une sur une enquête qu'elle a fait en 2005. Elle en a fait une sur une enquête en 2011 et celle-là, c'est l'enquête de 2017. Et ce qui est intéressant, c'est que la méthodologie est sensiblement la même, avec des évolutions qui sont dues bien souvent aux méthodes de calcul de l'INSEE qui a évolué et donc il a fallu rattraper. Mais ça, moi, en tout cas personnellement, je lui fais suffisamment confiance pour trouver de la cohérence dans l'ensemble de ces données. Et donc on a quand même une vision sur 15 ans, quoi, 2005-2018, vous voyez quand même que ça fait du lourd. Et donc sur l'évolution des ressources des associations, entre les ressources privées et les ressources publiques, je vais faire le tableau suivant. Là, la tendance, elle est lourde. On passe en 2005, 51% des ressources des associations sont des financements publics. En 2017, elles sont à 44%. Donc ça s'en va de manière... C'est un signe, on peut le nier, on peut dire, on peut ne pas être d'accord avec, mais le constat est qu'il y a quand on dit diminution des financements publics, voilà la preuve que ce diminution vous avez compris. Et par ailleurs, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une augmentation des financements privés. Avec quelque chose que je lui demande et qu'il faut gratter un petit peu parce que malgré tout, le chiffre d'affaires global, enfin l'ensemble des ressources financières des associations sur la période est passé de 85 milliards d'euros à 113 milliards d'euros. Donc il y a une augmentation globale de la masse des ressources financières des associations avec parallèlement une diminution, une atténuation des ressources de financement public. Et donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent privé, principalement de la participation des usagers, qui est en augmentation dans ces tableaux. Alors, juste, le tableau suivant, c'était dans les financements publics, c'est ça qui nous intéresse, c'est la part relative de la subvention et de la commande publique entre ce qui se passait en 2005 et ce qui se passe en 2017. En 2005, les subventions représentaient 34% des financements publics et la commande publique représentait 17%. En 2017, la subvention représente 20% du financement public et la commande publique a dépassé et donc est maintenant à 24%. La commande publique, ça veut dire que le financeur public va faire des appels d'offres et donc l'association va se positionner en tant que répondant à un appel d'offres, donc en situation de concurrence avec d'autres répondants, et être positionné comme un opérateur par rapport à une demande ou un besoin social analysé par tel ou tel financeur public. Donc c'est un positionnement associatif qui est sensiblement et de nature différente du positionnement de l'association au regard de la subvention. Je passe sur ces choses-là. Quatre hypothèses d'évolution ont été retenues par la Fonda dans cette évolution des modèles socio-économiques. Une première évolution qui est chacun pour soi et personne pour tous. Donc on est dans un système où les financements publics diminuent, on vient de le voir, les subventions diminuent. Eh bien, les associations n'ont pas d'autre solution, elles ne voient pas d'autre issue que de se lancer dans la prestation de services et donc de trouver leur équilibre économique à travers la participation des usagers ou de la participation des personnes aux services qu'elles rendent. Et cette démarche-là, elle le développe et ça conduit à en éliminer pas mal quand même, hein, parce qu'il y a pas mal d'associations qui ne sont pas soit dans cette logique, soit en capacité de faire des prestations de services quelquefois
concurrentielle sur le secteur d'activité. Et chacun pour soi, personne pour tous, ça veut dire qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique d'alliance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail interassociatif pour essayer de voir comment on peut pallier la difficulté du financement des, des financements publics. Et donc, voilà, c'est le premier modèle dont on peut voir ici ou là quelques illustrations. Euh, le deuxième, c'est au-delà au-delà de la subvention, point de salut. C'est-à-dire le financement public doit être à la hauteur des ambitions des associations et de leurs actions. S'il n'y a pas de financement public, on ne peut pas agir, mais on dénonce collectivement le recul de l'État, on plaide pour un recours, un retour aux subventions. Je vous laisse imaginer, enfin, il y a un certain nombre de mouvements et de tendances qui sont dans cette logique-là. Et on maintient l'activité associative, mais on maintient l'activité associative avec comme corollaire que dans la mesure où les financements publics choisissent leurs activités associatives, ça génère un certain nombre d'activités associatives qui n'ont plus les subventions, donc qui s'arrêtent aussi. Et puis, un certain rapprochement entre le financeur et les associations, une certaine instrumentalisation qu'on peut voir dans certaines associations dont les budgets sont à plus de 90% le fruit des financeurs publics. Donc il y a une évolution, on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir une évolution des associations dans ce champ-là. On voit, premier cas et deuxième cas, qu'il y a pas mal de casses, hein, ça laisse tomber un certain nombre de structures associatives. Le troisième, alors, bon, je vais le dire après. Le troisième bon, on prend en compte les évolutions comme les autres, mais il y a un travail qui est essayé ou qui est tenté de regroupement entre les associations pour essayer de voir comment on peut atténuer les charges, comment on peut partager les moyens, comment on peut imaginer collectivement des solutions innovantes. Et c'est un travail qui suppose ben voilà, des rapprochements interassociatifs, d'essayer de déterminer un nouveau rapport aux collectivités, de se positionner comme acteur de l'innovation, partie intégrante d'un territoire et acteur de l'innovation dans ce territoire. C'est un positionnement que les associations, ou que ce type d'association essaye d'avoir de manière assez offensive et qui passe par ce qu'on appelle une hybridation des ressources, c'est-à-dire à la fois des ressources publiques quand il y en a, et elles sont réclamées quand s'il s'agit de développer des missions publiques, mais aussi des ressources privées et différents types de ressources qui peuvent exister, dont on a parlé tout à l'heure, les nouveaux types de ressources. C'est une hypothèse qu'on peut illustrer aussi ici ou là. La troisième ou la quatrième hypothèse de travail, c'est en fait, bon, les associations ont fait le deuil de la subvention publique, elles estiment euh, euh, elles ont une place en tant qu'acteurs économiques avec leurs spécificités et elles sont des acteurs économiques qui veulent être revendiqués à part entière, euh, peut-être avec le caractère de social, c'est-à-dire qu'on voit peut-être avec entreprises plutôt éthiques ou avec des valeurs qu'ils estiment pouvoir gérer entre le projet économique de l'organisation et puis les valeurs auxquelles ils se rattachent. Ça suppose une logique d'entreprise, donc une logique de professionnalisation accrue, des indicateurs de performance. Vous pensez peut-être là aux mesures d'impact, au social bond, des choses comme ça. Donc il y a cette logique-là. Voilà. Alors, quatre évolutions, quatre hypothèses d'évolution. Bien évidemment, aucune de ces hypothèses va être retenue comme l'hypothèse dans laquelle vont être positionnées les associations. L'avenir est
il nous semble en tout cas entre ces hypothèses. Depuis, d'ailleurs, il y a des choses qui bougent, hein. Il y a des choses qui bougent et qui modifient un peu ces données de départ. Il y a le fait que l'urgence écologique s'invite de manière encore plus forte à la réflexion de tous les projets d'organisation et bien évidemment les projets associatifs. Et il y a également le fait que certaines organisations, et pas des moindres, des entreprises capitalistiques, ont intégré le RSE et ont fait du RSE une base de développement de leurs propres projets d'entreprise. Donc ça veut dire que il y a une sensibilité du secteur de l'entreprise capitalistique au développement. Donc il y a des éléments qui sont à prendre en compte. Et je passe rapidement, mais on peut le noter, quoi. Montée des populismes, donc les solutions rapides, et donc des choses qui sont encore un peu plus difficiles à prendre en compte et à intégrer dans le développement des projets associatifs. Les enjeux, c'est tels que la Fonda les identifie, hein. C'est comment réaliser des alliances entre acteurs de l'ESS et avec les autres acteurs économiques, ainsi que les acteurs publics, dans le respect des valeurs des uns et des autres, enfin, en tout cas des valeurs associatives. Là, on essaye en tout cas de travailler beaucoup sur ça, sur les alliances, les mutualisations, et comment chacun peut sortir de manière gagnante de ces stratégies d'alliance. Comment sortir des logiques de chacun pour soi, comment réaliser des hybridations financières tenant compte des nouveaux modes de fonctionnement en matière de gouvernance, les nouveaux outils, etc., etc., les nouvelles formes d'engagement, comment garantir l'autonomie et l'indépendance des associations pour préserver leur marge d'innovation, comment connaître et reconnaître le savoir-faire, les valeurs des associations comme moteur de l'innovation sociale et en matière de gouvernance et de professionnalisation. Eh bien, écoutez, je crois que ces enjeux sont des questions prioritaires. On gagne, on perd. Les associations réfléchissent à ça, doivent réfléchir à ça. Non, il est urgent que les associations prennent en compte ces questions et essayent de se doter d'une vision stratégique. Et elles sont nécessaires, de notre point de vue, pour actualiser les projets associatifs. Je vous remercie. Dans la continuité, nous allons enchaîner sur l'enquête FONGEP qui a été lancée en fin 2016, début 2017. Alors, dans le droit fil de sa mission historique de soutien et de professionnalisation des associations de jeunesse et d'éducation populaire, le FONGEP a lancé avec le CNAGEP une réflexion visant à définir un projet global d'appui aux associations du secteur sur la question des modèles socio-économiques. Alors, le FONGEP a lancé des travaux sur la base de 3 étapes. Il y a d'abord eu un groupe de travail avec 12 associations de jeunesse et d'éducation populaire émanant du CNAGEP et du FONGEP. Donc ils étaient soit adhérentes au CNAGEP, soit adhérentes au FONGEP. Ensuite, il y a eu une enquête auprès de 4002 associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et enfin, des entretiens individuels avec des associations qui ont été repérées. À l'issue de toute cette enquête, de ces 3 phases, ces 3 premières phases, il y a un plan d'action qui a été déterminé avec la nécessité d'aller vers 4 axes, la capitalisation, la diffusion, l'accompagnement et l'expérimentation. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter l'enquête qui a été menée et les résultats de cette enquête. Donc, suite à cette enquête, il y a quand même 75% des associations de jeunesse et d'éducation populaire qui pensent que l'évolution des modèles socio-économiques est un véritable enjeu pour la viabilité de leurs projets associatifs. Ça veut dire que sur 4002 associations qui ont été mobilisées, très vite, 2238 associations ont répondu, pour la plupart sous 15 jours.
L'objectif de cette enquête, elle était d'abord de mieux connaître les pratiques existantes afin de réfléchir aux actions à mener pour mieux soutenir les associations qui souhaitent consolider ou faire évoluer leur modèle socio-économique. Sur les 2238 associations qui ont répondu, 99% d'entre elles sont des structures employeuses, dont 20% des têtes de réseau. Donc on voit bien que cette question se pose beaucoup dans les structures employeuses. La question de l'emploi est donc une question importante, et aussi dans les structures qui ont un rôle de coordination, c'est-à-dire les têtes de réseau. L'enquête a relevé 3 points clés. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'évolution des modèles socio-économiques est un véritable enjeu pour une association sur 3. Par rapport aux associations qui ont répondu, 60% pensent qu'il faut mener une réflexion sur le sujet ou commencent déjà à mener une réflexion. 40% d'entre elles ont déjà expérimenté de nouveaux modèles socio-économiques. Ça veut dire qu'il y a une mutation qui est en cours, que les associations n'ont pas attendu qu'il y ait des structures ou des journées telles qu'aujourd'hui pour se mettre à réfléchir à leur modèle socio-économique. Des structures ont déjà engagé des réflexions, d'autres ont déjà engagé des expérimentations. Il y a donc une mutation et les sources de financement sont réellement à diversifier. Par rapport à cette enquête, il y a 3 points clés qui sont à noter. La première, on peut noter une franche considération de cette question de la part des associations. Comme je vous ai dit, il y a 56% des retours qui ont été immédiats. Ça représente en moins de 15 jours, plus de 56% des 2238 associations qui ont répondu qui ont fait remonter leur questionnaire, leur réponse. 75% des structures se sont montrées comme intéressées par la question. Et 90% des structures employeuses ont un budget qui est compris entre 100 000 et 1 million d'euros de budget. Donc ça, c'est par rapport au public qui a répondu. Le deuxième point clé à noter, c'est qu'effectivement, c'est une question qui s'est déjà engagée, c'est une question qui a déjà été, dont les associations se sont déjà emparées. Je vous ai déjà dit, 40% d'entre elles ont déjà lancé des expérimentations sur le sujet. Et enfin, on a pu noter quels étaient les besoins et les attentes. Par rapport aux besoins et aux attentes des associations, il y a 50% des associations qui ont répondu qui ont exprimé un véritable besoin et des attentes, qui ont dit « nous, on a besoin que cette question soit traitée et on a besoin d'être accompagné par des structures type le CNAGEP, le FONGEP, qui ont mené l'enquête, ou la FONDA qui réfléchit aussi. » Les types de besoins et d'attentes sont de 3 ordres. Premièrement, et ça reprend un peu les tendances que Jean-Marie a pu souligner tout à l'heure, il y a un besoin par rapport aux ressources. Comment est-ce qu'on utilise ces ressources, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources financières. D'abord, il y a un besoin d'avoir une meilleure reconnaissance des services publics, et ce qui ressort, c'est qu'on demande plus de subventions publiques. Ça, c'est ce qui ressort de l'enquête. Ensuite, il y a la volonté de renforcer les ressources humaines avec davantage de bénévoles et davantage de salariés qui ont développé une compétence spécifique, comme par exemple la communication, le numérique, la capacité à rendre le projet visible de tous. Dernier type de besoin dans les besoins de ressources, c'est la nécessité d'avoir plus de temps. Les structures ont fait remonter qu'aujourd'hui, lorsqu'elles ont un projet associatif, pour pouvoir le faire vivre, pour pouvoir le développer, il leur faut du temps. Et il faut leur permettre d'avoir du temps à passer aussi pour la réflexion autour du projet associatif. Le deuxième type de ressources, c'est un besoin d'appui. C'est-à-dire que pour mener à bien l'activité de la structure, les associations demandent à être appuyées et à être reconnues. Un meilleur appui de l'État et des collectivités territoriales. Une meilleure reconnaissance de leurs actions et de leur savoir-faire, c'est-à-dire valoriser leur capacité à répondre à la demande sociale et aux enjeux sociétaux. Ce qui ressort par là, c'est que les associations ont réellement envie d'être des acteurs sur leur territoire, des acteurs qui sont reconnus, qui sont accompagnés, et des acteurs qui sont reconnus aussi pour leur capacité à agir sur des enjeux sociétaux. L'objectif
pour les associations, c'est que les conditions de réalisation des actions soient prises en compte. Quand on parle de donner du temps aux associations, c'est quand aussi on fait un appel à subvention, prendre en compte qu'il va falloir, ce que les associations sollicitent, c'est aussi une simplification administrative pour passer plus de temps à la mise en place de leurs actions plutôt qu'à la rédaction des dossiers administratifs. C'est aussi une fiscalité plus avantageuse pour soulager les associations et reconnaître leur rôle et leur implication vis-à-vis de la société. Alors maintenant, je vous ai dit, il y a 40% des associations qui ont mené des expérimentations. Pour 40% de ces associations qui ont mené une expérimentation sur les nouveaux modèles socio-économiques, il y a 4 types d'actions qui ont été levées. Donc, il y a d'abord des actions, des associations qui ont choisi de d'avoir des leviers économiques, d'agir plutôt sur les leviers économiques. Pour 75% des répondants à l'enquête, les subventions publiques territoriales sont des sources de revenus principales pour les associations, des ressources principales des associations. Lorsqu'on parle de subventions nationales, ce taux tombe à 45%. Mais on voit bien que pour les associations, ça reste quand même une ressource importante. Les autres ressources que les associations ont réussi à développer lorsqu'elles ont voulu agir sur les leviers économiques, c'est développer, et ça Jean-Marie l'a souligné tout à l'heure, c'est réussir à développer des revenus d'activité pour 53% d'entre elles. Pour 30% d'entre elles, c'est l'augmentation de la cotisation des adhérents. Par rapport à ce qu'il faut retenir sur ces leviers économiques, c'est que les associations explorent donc l'hybridation entre la diversité des sources de financement. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule source de financement, il y en a plusieurs. Il y a 2 points. Il y a d'abord le développement d'activités rémunératrices, et le second point, c'est le recours à des fonds privés, pour certaines, le mécénat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'idée aussi, c'est d'aller vers une réduction des coûts, d'essayer de diversifier les sources de financement, mais aussi d'aller vers une réduction des coûts pour mutualiser les moyens et les ressources avec d'autres partenaires. Donc là, on est sur les leviers économiques. Je vous ai dit qu'il y en avait 4. Le deuxième, c'est l'organisation des richesses humaines. L'objectif pour une partie des associations qui ont déjà mené des expérimentations, c'est de trouver le bon équilibre entre les ressources salariées, les ressources bénévoles et les jeunes qui sont engagés en service civique. La place de chacun peut et doit évoluer pour aller vers une plus grande participation des adhérents, voire pour certains des citoyens. Troisième levier, c'est le développement des alliances et des partenariats. Plusieurs types de partenariats ont été soulignés dans les différentes expérimentations qui ont été menées. Un, c'est le système de coopération avec les pairs. On s'allie entre associations dans un même secteur et on met en place un système de coopération. Le deuxième, c'est un partenariat avec des entreprises. La problématique sur ce type de partenariat, c'est que c'est parfois difficile à concrétiser. La troisième, c'est la volonté de développer des partenariats avec les pouvoirs publics. Le quatrième type d'action qui a été mené pour toutes les associations qui ont déjà mené des expérimentations sur les modèles socio-économiques, c'est des pistes qui sont un peu plus marginales et un peu moins évoquées. On entend par là la question du projet associatif. Certaines associations, mais ce ne sont pas la majorité, ont re-questionné leur projet associatif. Certaines aussi se sont interrogées sur la gouvernance, mais c'est évoqué en filigrane et c'est rarement évoqué directement. Enfin, il y a la question de l'utilité sociale et des actions. Ce qu'on peut vérifier sur cette enquête, c'est que s'il y a d'abord sur les 4 types d'actions qui sont menées par les associations pour aller vers une évolution des modèles socio-économiques, il y a en premier le levier économique. C'est le premier levier qui va être actionné. Le second, ça va être la réorganisation ou une évolution de l'organisation des richesses humaines, avec la diversité de tous les acteurs de la vie associative.
Ensuite, il y a la question du partenariat et quel type d'alliance je peux tisser pour être dans de la coopération, du partenariat. Et enfin, de manière très marginale, on s'interroge sur la question du projet associatif, sur sa gouvernance et sur quel type d'action je peux développer pour être utile sur mon territoire, utile socialement. Suite à cette enquête, le FONGEP a décliné un plan d'action qui se définit en 4 temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier c'est la capitalisation, c'est-à-dire c'est la volonté de rendre visible le cheminement des associations qui ont déjà entamé cette réflexion, des associations qui ont déjà une expérimentation sur les modèles socio-économiques et qui ont atteint des résultats concrets. Le deuxième, c'est l'expérimentation. C'est la volonté de développer une boîte à outils d'accompagnement des gouvernances pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire pour les aider à faire évoluer leur modèle socio-économique. Le troisième temps, c'est la diffusion, c'est-à-dire faire connaître le fruit de la capitalisation et faire connaître tout le travail qui a été mené sur les 2 premiers temps. Enfin, le quatrième temps, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'une méthode d'accompagnement va être développée et l'objectif, c'est de pouvoir la déployer et faire en sorte que les résultats attendus soient à la hauteur de l'enquête et de tout l'engagement. L'enquête prendra fin en mars 2019. D'ici là, on a quelques pistes, mais on ne peut pas encore vraiment tirer les conclusions de ce plan. L'objectif, sachant quand même que l'objectif final de ce plan est la transformation sociale et faire de manière durable bouger les lignes des associations et de leur modèle socio-économique. Alors si on revient sur la partie expérimentation, il y a eu 4 types d'expérimentation dont l'objectif a été la mise en évidence de leviers d'action concrets et favorables à l'évolution des modèles socio-économiques. Ces 4 types d'associations, elles sont menées par des laboratoires ou par des chercheurs différents, avec un public différent. L'expérimentation numéro 1, elle est menée par Jean-Louis Laville et elle a débuté en avril 2018. Son objectif, c'est d'identifier des leviers d'évolution en s'appuyant sur les travaux de la chaire de l'économie sociale du CNAM. Ils ont procédé à une analyse des modèles socio-économiques des associations qui ont été retenus pour cette phase d'expérimentation et ils ont développé des travaux en perspective. L'expérimentation numéro 2, elle est menée par Atemis. Atemis, c'est un laboratoire d'intervention de recherche pluridisciplinaire qui a pour objet de réintroduire la question du travail face aux mutations sociétales, ainsi qu'aux évolutions des organisations et de leurs compétences. Donc Atemis, c'est l'analyse du travail et des mutations de l'industrie et des services. Ici, le public visé, ce sont les têtes de réseau sur un territoire. L'objectif de cette expérimentation, c'est d'analyser la relation qu'il va y avoir entre les associations et leur écosystème local. Alors, c'est un accompagnement sur cette expérimentation numéro 2 qui consiste à analyser la chaîne de valeur des associations à laquelle les têtes de réseau contribuent. Elles interrogent ce qui fait sens au sein d'un écosystème local et ce qui permet de questionner le projet et de faire le pas de côté qui pourrait faire évoluer le modèle. Donc là, on voit bien que c'est une expérimentation qui est menée plutôt sur le projet et sur les valeurs qu'une association peut porter et peut faire vivre sur un écosystème local. L'expérimentation numéro 3, elle est menée par le Rameau. Le Rameau, c'est un laboratoire de recherche appliquée qui a vocation à éclairer les décideurs sur la dynamique de co-construction et aider les organisations à se saisir de l'opportunité des nouvelles alliances. Donc l'objectif ici, c'est de créer un modèle socio-économique qui est adapté à son projet associatif. On sera plutôt sur un public d'associations sur des territoires urbains. Et au travers d'un accompagnement qui s'appuie sur des parcours, on permet aux participants de renforcer certaines pratiques via une expérience collective qui a été vécue entre pairs.
Donc ici, on est sur une expérimentation où on va être davantage sur le collectif et sur comment je peux apprendre des autres et comment je peux me nourrir des expériences de mes pairs. L'objectif de cette expérimentation, c'est d'amener les associations à se réinterroger sur leurs modèles socio-économiques afin de les faire évoluer. Enfin, l'expérimentation numéro 4. Elle est menée par le laboratoire d'innovation sociale, par la recherche-action, le LISRA. Alors l'ISRA, c'est une association qui a notamment pour objectif de favoriser la reconnaissance des recherches issues de l'expérimentation sociale. Ici, le public visé dans cette expérimentation numéro 4, c'est plutôt des collectifs d'associations qui se trouvent en milieu rural. L'objectif, c'est de construire des scénarios qui sont adaptés à leur territoire. C'est comment les savoirs produits peuvent être capitalisés puis partagés sur son territoire. On voit donc aujourd'hui, il y a 4 expérimentations. Elles sont encore en cours, on ne peut pas tirer de conclusions et on ne peut pas encore avoir les bilans de ces expérimentations. Néanmoins, on peut voir qu'on a une première expérimentation qui est sur les leviers d'évolution. Quel type de levier on peut avoir pour évoluer et faire évoluer les modèles socio-économiques. La deuxième expérimentation, on est plutôt sur le lien entre l'association et son écosystème local. Comment est-ce qu'on peut réinterroger et se réorganiser les compétences pour vraiment être en adéquation avec son écosystème local. La troisième expérimentation, on est plutôt sur la co-construction. Comment est-ce qu'on peut travailler en partenariat sur un territoire plutôt urbain et le partager entre pairs. La quatrième expérimentation, on est plutôt sur comment on peut capitaliser des savoirs, être reconnu et avoir une action capitalisée et partagée sur un milieu plus rural. En conclusion par rapport à cette enquête, on peut dire que depuis la fin de 2016 et le début 2017, avec le lancement de l'enquête, le FONJEP a accompagné de partenaires divers, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, décline un plan d'action en 4 phases, avec la capitalisation, l'expérimentation, la diffusion et l'accompagnement. L'expérience prend fin en 2019 et d'ici là, on ne peut pas avoir de données exploitables. Mais déjà, on peut affirmer qu'il y a un chantier et qu'il faut explorer différents types de modèles socio-économiques. Ça montre qu'il n'y a pas un seul modèle, qu'il n'y a pas une seule situation, mais que chaque association, en fonction de son tissu local, en fonction de ses compétences, en fonction de son projet, doit pouvoir se réinventer et se réinterroger en son sein. Ça doit permettre, cette enquête, le bilan doit permettre aux associations d'explorer et de développer certaines pratiques, parfois hybrides. Les questions des modèles socio-économiques est donc une question d'actualité et le secteur associatif doit pouvoir redoubler de créativité et pouvoir se réinventer. Mais cette évolution, comme on a pu le noter, elle ne se fera pas seule et elle nécessite des partenariats, qu'ils soient publics ou privés, et de nombreux sont encore à développer et à inventer.